Bienvenue au QT Podcast. Cette émission est un espace où les professionnels queer de la tech, entrepreneurs et leaders se réunissent pour partager leur expérience, défis et réussites. Car les innovateurs et innovatrices queer méritent d'être entendus. Et pour la première fois, ce podcast est disponible en français. Je suis votre animateur Naufel Testaoni, j'utilise les pronoms il, elle et je suis le directeur général et cofondateur de QueerTech. Dans cette saison, soutenue par le Fonds des médias du Canada, nous vous proposons des conversations avec des fondateurs et fondatrices, dirigeants et dirigeantes, experts et expertes qui redéfinissent l'industrie et ce qui signifie être queer dans la tech. Des jeunes pousses révolutionnaires au rôle des dirigeants les plus élevés au sein de ces compagnies. Ces discussions exploreront comme notre communauté façonne l'avenir de la technologie et pourquoi cela compte. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du QT Podcast où l'on explore les parcours inspirants de professionnels queer dans la tech. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un dont le parcours est fascinant, un leader technologique passionné par l'innovation en santé et un pro de l'agilité avant même que ça soit la tendance. Bruno Morel, CTO de Premier Health of America est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Bruno, comment vas-tu? Eh bien, merci beaucoup Naufel. Merci d'être là. Bon, avant qu'on débute pour le fan, j'ai une petite question à te poser. Si tu pourrais décrire ton travail en un GIF, ça serait lequel et pourquoi? Bon, déjà tu commences et je vais montrer mon âge. Bon. Donc, ça serait pour ceux qui le connaissent l'inspecteur Gadget, n'est-ce pas? Donc celui qui a un chapeau avec des hélicoptères et des pinces et des scotch et des armes et des bras de robots qui vont partout. Parce que c'est ça, c'est un petit peu ça la job de CTO, c'est des fois de sauter d'un étage et de se transformer en hélicoptère, parfois de devenir un camion, parfois de devenir un bateau, de se transformer en maman, en à peu près tout. Donc ce serait vraiment ça, ce serait le multi-tool suisse mais en version humain. Ah, j'adore ça. So, Bruno, ton parcours dans le développement de logiciels en tech un peu plus dans des postes de direction, tu sais, c'est un peu plus de 20 ans d'expérience, ce qui est très impressionnant d'ailleurs en lisant ta biographie. Mais si tu repenses à cette aventure, quel était un moment charnier où t'as amené jusqu'à ton rôle de CTO aujourd'hui? So, si on pense un peu à ta carrière, puis à tout ce que tu as fait, tu es situé aujourd'hui, c'est quoi un peu les moments marquants? Il y en a plusieurs, mais c'est sûr, t'as un moment marquant que je pense qui est une évidence, c'est mon immigration. Right? Puis c'était une immigration voulue pour changer un petit peu d'air, pour changer un petit peu d'état d'esprit. Donc moi, je suis né en France, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mon premier travail en France dans des startups du temps de la bulle Internet. Mais j'avais besoin et j'avais envie d'avoir des opportunités un peu plus grandes, un peu plus impossibles, d'avoir un terrain de jeu un peu plus ouvert, un peu moins contraint, un peu moins limité, un bac à sable plus grand, on va dire, avec moins de gens qui me regardent faire mes choses. Donc c'est la première chose. Je pense que mon immigration était vraiment un premier tremplin. Après, un deuxième tremplin, c'est que j'ai eu quand même des beaux mentors à l'intérieur des organisations canadiennes que j'ai intégrées, qui m'ont vraiment aidé d'abord aussi à m'adapter culturellement, ce que tous les immigrants le savent, c'est pas forcément facile. Et c'est encore moins facile, je pense, en tant que leader, parce que il y a des gaps culturels qui sont très prononcés et qui peuvent avoir une conséquence aussi idiote que dans la façon dont on donne du feedback. C'est pas la même en France et c'est pas la même au Canada et c'est pas la même aux États-Unis. Donc, d'avoir eu des mentors, particulièrement dans les 2 premiers travails au Canada, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont ouvert les bras à m'adapter à justement la façon de parler aux gens et la façon d'interagir, même quand c'est des conversations difficiles, ça a été vraiment important pour moi. Puis ensuite, bizarrement, et ça va faire rire peut-être certaines personnes, mais je travaillais dans une industrie qui est vraiment à très haut trafic. Moi, je travaillais pas sur le contenu, je travaillais sur les réseaux de publicité, de distribution de publicité, mais dans les sites adultes. Donc les gens, en général, pas mal de gens savent qu'à Montréal,
On a deux des plus grandes compagnies qui font l'infrastructure et la technologie pour les sites adultes au monde. Alors, on dira ce qu'on vous codera, mais particulièrement sur le contenu, là, je vous avoue que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut challenger. Mais sur la technologie, ces compagnies sont des compagnies qui sont au niveau d'un Google ou d'un Facebook, au niveau des problèmes qu'ils ont. Right? Au niveau de comment on fait pour livrer un streaming vidéo à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, peut-être 250 000 personnes à la même heure, au même moment. Et c'est pareil pour des publicités, c'est même encore pire. Comment on fait pour faire en sorte que ces publicités-là soient distribuées au travers de la planète? Donc ça a été un deuxième moment charnière où vraiment j'ai dû me challenger et challenger mes équipes à comprendre comment scaler des choses à un niveau impossible. Puis la dernière chose, je pense, ça a été aussi plutôt de revenir un peu à mes amours, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les infrastructures, sur justement ça, le scale. Et dans les deux dernières compagnies avec qui j'ai travaillé, j'ai voulu un peu retrouver le sens de la mission, on va dire. Moi, je travaille maintenant dans la santé, right? Donc vraiment trouver une façon pour moi de servir un peu plus avec mes équipes et les logiciels et les applications qu'on fait, de servir les autres en fait. Donc je te dirais c'est les trois grands moments charnières au niveau de mon parcours qui m'ont, je pense, amené là. Je suis curieux, tu as fait quoi comme études? Puis c'est quoi les positions clés que tu as occupées qui t'a l'idée un peu à ce poste de CTO aujourd'hui? Moi, j'ai commencé à ce qu'on appelle en France un DUT, un diplôme d'universitaire de technologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, donc dans la banlieue de Paris. C'est un diplôme d'équivalent, on appelle ça Bac+2 là-bas, donc c'est après le collégial, c'est juste avant l'équivalent baccalauréat ici, donc universitaire. C'est un diplôme très technique. C'est un diplôme où on fait des programmeurs. Par la suite, en fait, moi, j'ai été recruté quand même assez rapidement par la compagnie avec qui j'étais en stage. Et donc, ma carrière a commencé tout de suite comme ça. Et j'ai repris mes études, en fait, en 2015 parce que je voulais acquérir un peu plus de profondeur et surtout pouvoir aussi me réapproprier mes acquis sur la partie plus, on va dire, architecture applicative, de comment faire du logiciel et du bon logiciel. Et donc, j'ai fait ça dans une université encore qui est liée à l'université en France, qui s'appelle l'ETNA, et qui permet de ça, en fait, de faire un mix de reconnaissance. On appelle ça la reconnaissance des acquis. Donc, au niveau de l'université, c'est ça, une chose en laquelle je crois, c'est que les temps changent beaucoup. Il faut aussi ne pas avoir peur. Je pense qu'on a beaucoup cette flexibilité au Canada en général, mais ne pas avoir peur de reprendre des cours, d'aller réexplorer des nouvelles choses, et aussi de se remettre dans un mode d'apprentissage un peu plus formel, universitaire. Ça aide aussi à vraiment réacquérir aussi un petit peu de distance, parce que quand on passe son temps dans le milieu, dans l'entreprise ou même dans le milieu administratif, on est un petit peu aspiré en fait par le faire et par le livrer, et de pouvoir prendre un petit peu de recul puis se reposer des questions sur la théorie, se reposer des questions sur le framework qu'on veut utiliser, et aussi un petit peu les valeurs de ce qu'on croit à et ce qu'on pense à, et comment ça s'exprime dans les choix qu'on fait au niveau du travail, mais aussi au niveau des fois même au niveau de l'architecture, même au niveau des choix qu'on fait comme compagnie avec qui on travaille. Je pense que c'est important. Hein. Oui. Puis là, en termes, là, t'es CTO. Avant ça, c'était quoi les rôles que tu as occupés un peu? Fait que moi, j'ai un peu marché l'échelle step by step. Donc, j'ai commencé... En fait, non, j'ai sauté tout en haut, puis ensuite, j'ai émigré. Donc, j'ai commencé dans une compagnie Internet, donc où j'étais un stagiaire, qui faisait donc des applications Palm Pilot. Encore une fois, ça va donner mon âge, mais... Et je suis devenu très vite le CTO de cette compagnie, mais c'était pas une compagnie très grande, là. Mais c'était quand même extraordinaire en France de pouvoir devenir à 24 ans le CTO d'une startup. Bon, évidemment, cette startup-là a survécu à la bulle Internet, mais n'a pas été capable de vraiment survivre 2 ans après. C'est là que j'ai fait mon émigration, j'ai décidé de partir. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai simplement monté les échelles les unes après les autres. Donc, j'ai commencé comme
comme leader technique, puis j'ai été chef d'équipe, puis j'ai été directeur du développement, puis j'ai été directeur du développement dans une agence, puis j'ai été directeur du développement senior, ensuite j'ai été vice-président, et ensuite de vice-président à Chief Technology Officer. Donc, quand même assez classique comme montée de l'échelle. D'ailleurs, tu sais, tu as parlé un peu d'apprentissage, puis aujourd'hui, on le voit, les temps changent très rapidement, surtout avec l'IA qui est venue, qui change un peu beaucoup la manière comment on fait les choses. Toi, à travers ta carrière, surtout en tech, c'est une industrie qui évolue rapidement. Comment tu gardes cet apprentissage pour que tu sois à jour avec toutes ces technologies, avec tout le pouvoir que cette technologie peut avoir sur la business? Je vais te prendre une métaphore, parce que moi je suis aussi un peu pianiste dans ma vie, puis c'est un peu la métaphore que j'utilise souvent, et c'est vraiment, il y a trois parties qui sont importantes. Il y a la pratique, il faut quand même se pratiquer régulièrement. Moi je crois pas aux exécutifs techniques qui ne mettent pas de temps en temps les doigts dans le code. Ça, je suis de l'avis de Jeff Bezos et d'autres gens comme ça qui pensent que les leaders techniques doivent être techniques. Donc, je pense qu'il faut pratiquer régulièrement. Donc, je pratique, je me donne 10% de mon temps pour essayer des choses, des nouveaux frameworks, des nouveaux langages, des nouvelles choses. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il faut être informé et confronté, faire une sorte de veille technologique sur qu'est-ce qui se passe. C'est extrêmement facile de devenir obsolète, de ne pas être au courant. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont raté les containers, une technologie vraiment importante au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont raté le cloud, il y a des gens qui ont raté l'infrastructure as service, etc., etc. Sans devoir deviner le futur, c'est quand même vraiment important, même pour les développeurs, d'essayer de comprendre où s'en va l'industrie et quels sont les trends et de pouvoir comprendre de quoi on parle. Donc, en ce moment, c'est l'AI. Si un directeur technique ou un vice-président technologique ne comprend pas un petit peu comment un large language model marche, un transformer marche un peu, à haut niveau, je ne demande pas qu'on fasse une dissertation sur les différentes algorithmes qui sont utilisés pour le recall ou ce genre de choses, mais vraiment de comprendre les bases de la technologie, même si on n'est pas dedans. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante pour moi. Et la troisième, c'est d'être dans la communauté et d'aller rencontrer d'autres gens qui sont aussi dans la technologie et de parler de ce qu'on fait. Parce que en interagissant avec les gens, déjà, ils vont vous dire si vous êtes dans le champ. Ouais. Donc, oh là là, tu utilises encore Fortran. Ouh là là, peut-être que je peux t'aider avec ce pont Java que tout le monde utilise, y compris les banques, parce que maintenant c'est fini Fortran, etc., etc. Et c'est juste en sortant de sa caverne et de sa propre compagnie qu'on est capable d'être un petit peu confronté à des solutions qu'on n'avait pas forcément vues, qui étaient peut-être dans notre angle mort ou qui sont peut-être absolument nouvelles ou locales, qui peuvent être juste utilisées localement. Je sais pas, un cloud québécois qu'on aimerait avoir, par exemple. Ce genre de solutions. Donc, c'est vraiment les trois choses. C'est pratiquer, être à l'écoute, faire de la veille technologique et parler aux gens autour de soi qui sont des technologistes. Ouais. Oui, puis tu sais, tu as parlé un peu programmation, puis faut continuer à apprendre et tu sais, si t'es technique, faut continuer à pratiquer. On parle beaucoup l'IA va remplacer des programmeurs ou va permettre de programmer plus facilement qu'on faisait avant. On parle beaucoup ça va peut-être améliorer notre productivité, mais on s'inquiète un peu parce que, comme on a vu Google Maps, on l'utilise très souvent, mais le monde commence à perdre ce sens d'orientation dans les rues qu'on utilise Google Maps tout le temps. Est-ce que tu penses en programmation, ça pourrait venir à cause de l'IA et c'est quoi ton conseil pour les générations qui viennent que peut-être vont beaucoup utiliser l'IA et ne pas approfondir ces langages programmés? En fait, c'est en train d'arriver. Ça, je peux t'assurer qu'il y a déjà des cas, là, on le sait déjà, il y a déjà des gens qui ont créé des applications avec de l'AI et qui se sont trouvés avec beaucoup de problèmes, on va dire ça simplement. Donc, et
Je pense que le problème avec, là on parle particulièrement des LLM parce que c'est ça qui est vraiment magique en ce moment. Donc les AI, c'est un peu plus vaste heureusement que les LLM. Et que si on se concentre sur les LLM et leur capacité à effectivement reprogrammer, l'état de l'art de ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui ne sera jamais aussi bon qu'un bon programmeur. Ok, donc il faut partir avec ça. Donc dire qu'on va remplacer tous les programmeurs, non. Est-ce qu'on va remplacer les programmeurs qui sont peut-être un petit peu moyens, les programmeurs qui sont mauvais? Oui, c'est sûr. Il y aura plus de raison de payer quelqu'un pour vous faire de choses, du code et une application qui marche pas ou qui marche mal. Il y aura plus vraiment besoin de quelqu'un pour ça. Right? Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Puis c'est comme dans tous les domaines, hein. C'est comme pour les acteurs. Il pourrait aussi avoir des avatars qui feraient le job pour eux, mais et c'est comme pour les gens qui jouent aux échecs. Je veux dire, l'AI est capable de battre à peu près tous les joueurs mondiaux humains au jour d'aujourd'hui, mais au final, la finesse de comprendre ce que veut un humain jusqu'à ce qu'on arrive peut-être, comme dit Yann Lequin, à une vraie super intelligence, où là, on verra, parce que là, plus personne n'est capable de prédire ce qui va se passer. Donc, jusqu'à la singularité, je pense que la finesse de comprendre ce qu'un humain a vraiment besoin, et c'est vraiment pour ceux qui font pas ça au quotidien, c'est vraiment là où le plus gros travail d'un développeur est. C'est de comprendre exactement qu'est-ce que la business a besoin d'eux, qu'est-ce qui est la meilleure façon de le faire, qui coûte le moins cher, qui va prendre le moins de temps, et surtout poser le moins de problèmes plus tard. Et l'AI, aujourd'hui, elle est juste capable d'écrire du code qui marche 80-90% du temps, mais elle n'est pas encore capable de prendre toutes ces dimensions en compte pour les ajuster plus finement. Parce que des fois, ça vaut la peine de dire, on va aller un petit peu plus lentement, right, quand on fait des fusées, par exemple, mais on va prendre le temps d'avoir une suite de tests un peu plus costaude. C'est ce que fait par exemple SpaceX, même si eux, leur suite de tests, c'est carrément des roquettes en entier, mais au moins ils testent leurs choses, right? Puis ça va être le même problème avec l'AI, où il va falloir s'armer d'une certaine finesse dont l'AI n'est pas capable au jour d'aujourd'hui. Mais c'est certain qu'il faut absolument pas négliger d'apprendre à s'en servir. Mes équipes s'en servent déjà. Il y a un grand piège aujourd'hui, c'est-à-dire que les AI ne sont pas suffisamment bonnes pour que ça démultiplie systématiquement la productivité des développeurs. Donc il y a une nouvelle capacité, un nouveau skill set qui est d'apprendre quand est-ce qu'il faut utiliser l'AI parce qu'on va aller plus vite par rapport à quand est-ce que si je me mettais à utiliser l'AI, je vais spinner dans des loops de correction de l'AI parce qu'elle va commencer à faire un peu n'importe quoi et ça va me prendre souvent, parfois 2 fois plus de temps juste parce que j'ai dû ajuster l'AI avec des prompts et des modifications. Mais au final, c'est sûr que l'AI va amplifier le travail des développeurs. Il faut la maîtriser, il faut comprendre les nuances, il faut comprendre lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes, quels sont les modèles qui aident dans certains cas, les modèles qui aident dans d'autres cas, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles. Ils ont des avantages et des inconvénients. Aussi de comprendre quel est le meilleur modèle pour utiliser dans un programme en Rust qui devrait s'occuper de sécurité. Ça va pas forcément être le même que de juste se demander comment on programme une infrastructure avec Terraform, par exemple, et qu'est-ce qu'on devrait utiliser. Et tu sais, c'est intéressant parce qu'on a tous vu, tu sais, cette évolution incroyable de l'IA et un peu l'impact qu'il y a sur la tech et sur toutes les industries, en fin de compte. Moi, je suis curieux de savoir de ton côté, quelqu'un qui est impliqué dans le secteur de santé, c'est quoi un peu des applications que tu as vues de l'IA maintenant dans ce secteur-là, que tu fais, wow, ça va vraiment changer la donne pour beaucoup de gens. Il y a les plus évidentes, mais qui font aussi les plus peur, évidemment, qui sont toutes les IA autour du diagnostic. Mais je continue de penser que sur la radiologie, par exemple, sur des choses où, oui, les humains sont extrêmement bons. Je veux dire, un radiologue avec 10 ans d'expérience va jamais vraiment faire d'erreur, même si
mais il arrive qu'il rate des choses. Le gros avantage de l'AI, c'est qu'elle va faire des erreurs, mais c'est assez rare qu'elle va avoir un faux négatif, elle va plutôt avoir des faux positifs. Et donc, dans ce sens-là, si on fait les modèles de la bonne façon pour qu'ils génèrent plus de faux positifs que de faux négatifs, à ce moment-là, ben on a un avantage. Right? Donc, ceux qu'on aurait ratés en tant que radiologue, l'AI va les flaguer, puis on les ratera plus. Puis bon, peut-être qu'il y en a beaucoup que l'AI va flaguer, mais que le radiologue va dire non, c'est pas grave. Donc, moi, je crois beaucoup en ces choses-là. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais je pense que tant qu'il y a un humain derrière ces modèles-là, tant qu'il y a un docteur qui est formé et qui a pris le temps d'apprendre correctement à faire son travail de détection et de diagnostic, ce sont des outils super puissants. C'est comme avoir un plus grand microscope, un peu plus puissant et qui est capable de comprendre un petit peu les patterns. Intéressant. Puis, tu sais, toi, dans le travail que tu fais encore dans cette industrie-là, autant que CTO, t'es en premier loge, tu sais, pour stimuler un peu l'innovation au sein de l'organisation. Concrètement parlant, quand tu vas, tu sais, il y a l'IA maintenant qui est là, ton équipe, tu as parlé qu'on utilise un peu ces technologies-là, mais comment tu as encouragé un peu la créativité tu sais, pour pousser ton équipe un peu à proposer des solutions innovantes au quotidien, puis dans cette industrie qui est en avance très rapide? Il faut mettre en place les choses. Je pense pas que l'AI peut émerger. C'est comme toute innovation, c'est sûr, peut émerger d'un besoin à l'intérieur d'une organisation, mais je pense quand même qu'il faut avoir un terreau et encore une fois un bac à sable où l'innovation peut exister. Right? Parce que si on se donne pas le temps pour explorer et comprendre ce qui pourrait être utile d'avoir comme AI, on va jamais le faire. Donc nous, on a en place une équipe qui s'occupe de vraiment comprendre quelle est notre donnée. Parce que l'AI, la seule chose, et beaucoup de gens ignorent ça, puis j'ai eu une conversation au gouvernement fédéral à ce propos, la seule chose dont l'AI a besoin vraiment, c'est la donnée. Sans la donnée, il n'y a absolument rien qui peut vraiment être fait. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est savoir quelles données on a, savoir quelles données on pourrait avoir et commencer à faire des choix là-dessus. Donc c'est vraiment le premier travail que moi j'ai fait avec mon équipe. La deuxième chose, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus utile? Parce qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec l'AI, mais il n'y a pas grand-chose qui sera vraiment disruptif et innovateur si on se pose pas la question de comment ça va servir soit nos utilisateurs, soit nos opérations. Donc, dans notre cas, nous, on s'est vraiment posé la question de savoir, quels sont les modèles qui vont servir. Donc, nous, on travaille pour placer des professionnels de santé au travers de tout le Canada, particulièrement dans les communautés dans le Grand Nord. Comment on peut soit trouver la meilleure personne, soit trouver la meilleure opportunité pour ce professionnel de santé, ou soit trouver le meilleur établissement, ou soit trouver la meilleure personne pour cet établissement. Right? Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est vraiment quelque chose qui sert notre modèle d'affaires et nos utilisateurs. Il y a un grand danger qui est de créer des AI qui ne servent que soit la technologie ou les gens qui veulent avoir une belle promotion à l'intérieur d'une organisation. Donc, comme je dis toujours, il faut toujours commencer avec la donnée. C'est vraiment important. Salut les cuties! Vous savez que QueerTech, c'est plus que ce podcast. Nous avons 3 programmes encore pour vous aider à bâtir votre carrière dans la tech. QT Accès accompagne les professionnels de SLGBTQ dans leur entrée dans l'industrie tech. QT Leader soutient les talents expérimentés pour accélérer leur progression et QT fondatrice un accélérateur pour les entrepreneurs queer en début de parcours. Nous organisons aussi les QT Connect Meetup chaque trimestre à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa et Halifax. Et bien sûr, QTQ, la plus grande conférence tech de SLGBTQA+, au Canada. Prêt à vous connecter? Rejoignez notre communauté dès maintenant sur queertech.org. Allez, retour à l'épisode. À ton avis, c'est quoi un peu les qualités incontournables
C'est d'un leader en technologie aujourd'hui qui va pouvoir encourager un peu les équipes à être créatifs, puis les pousser. C'est quoi un peu les qualités que tu vois fonctionnent très bien pour qu'on puisse encourager les gens un peu à aller vers l'innovation, mais aussi rester dans un cadre sécuritaire, comme tu le disais. Ouais, la première chose, c'est l'écoute, ça c'est sûr. Puis ça c'est vrai, en général, en tant que leader, je pense qu'on peut apprendre énormément à juste écouter les gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi challenger les gens à y penser. Donc justement, à ce que tu dis, aux biais, dans les modèles, aux données qu'on a. Est-ce qu'il y a des données qui manquent? Est-ce que si on fait ça, c'est vraiment efficace? Donc vraiment s'assurer que quand on innove, on le fait pour la bonne raison. Right? On n'est pas en train d'inventer un rasoir de tête. Et après, c'est vraiment de leur donner l'espace pour expérimenter et innover, tout en évitant les falaises et les grands pièges et les grands dangers, et les lance-flammes qui existent beaucoup en technologie. Et donc, il y a une qualité de comprendre par le leader comment une personne en particulier peut être coachée à grandir et à essayer ses idées dans un environnement qui va être productif. C'est vraiment très rare les personnes qui sont capables d'innover de par elles-mêmes sans guide. En général, ces gens-là sont des entrepreneurs. Right? C'est assez rare qu'ils ne deviennent pas des entrepreneurs parce que ce serait naturel pour eux. Donc, dans les gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs par nature, c'est vraiment de les guider à y aller. Parfois, un petit peu leur donner un petit peu le push en disant ben vas-y, essaye. Prends ce temps-là, prends ces 2 heures-là tous les vendredis pour essayer ton idée. Reviens-moi quand tu as un résultat. Est-ce que ton modèle marche? Est-ce que ton modèle se souvient des données que tu avais dedans? Est-ce que tu es capable de faire une prédiction avec ton modèle? Quel genre de qualité de prédiction tu as avec ton modèle? Et quels sont effectivement les dangers, les zones d'ombre de ton modèle, les biais de ton modèle, les angles morts de ton modèle? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont vraiment légitimes et qui doivent être posées en général, mais je pense que c'est aussi au leader de s'assurer que les gens qui innovent se les posent et soient capables d'y répondre. Parfois, c'est imparfait, mais au moins d'essayer. Parlons un peu de leadership. Tu es aussi un leader ouvertement queer. Quel impact ton identité a eu un peu sur ton parcours professionnel? Tu sais, on parle des défis particulièrement que tu as dû relever à cause de cette identité-là, mais aussi, c'est quoi les atouts que ça t'a apporté dans ta carrière professionnelle? C'est sûr que le grand challenge en tant que personne queer dans la technologie, parce qu'il y a certaines industries où j'imagine, en tout cas, c'est peut-être une perception de ma part, mais c'est parfois peut-être un plus facile. Et encore, qui sait, je sais pas. Mais dans mon cas, c'est vraiment Puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres minorités et aussi une majorité de femmes qui ont le même problème, c'est-à-dire de prouver ses chops, right? Donc, moi, j'ai quand même la chance d'être ce qu'on appelle passing, right? Donc, j'ai prouvé mes chops techniques, mes qualités techniques assez facilement sans avoir à déclarer ma différence. Mais je te dirais que ça a toujours été quand même un challenge parce que je suis fondamentalement queer comme comportement. Puis je me cache pas et donc c'est sûr que j'ai toujours été un petit peu différent des gens de mon équipe. Même si je suis quand même un geek et un nerd, je suis un geek et un nerd un peu pas pareil, right? Donc je suis pas pareil chez les pas pareils, comme on dirait. Donc ça a été aussi un apprentissage pour moi d'abord de l'accepter, puis aussi d'en faire un super pouvoir. Puis le super pouvoir, c'est que on n'a pas le choix de trouver des autres façons de faire. Right? On peut pas juste faire comme les autres parce que les autres, ils nous laissent pas faire comme les autres. Ils nous laissent pas être dans le club. Ils nous laissent pas aller fumer des cigares et aller aux danseuses. Puis ça nous intéresse pas forcément d'aller aux danseuses. Donc on fait pas partie du club par défaut. J'ai jamais vraiment été partie du club. Maintenant, à mon niveau, c'est un petit peu moins vrai parce que je suis au Canada aussi, donc il y a plus d'acceptation même et particulièrement au niveau exécutif, de façon assez paradoxale. Mais dans les milieux intermédiaires de management,
C'est ça, je savais que je faisais pas partie du club, je savais que je serais pas forcément invité aux soirées de gars techniques. Ça a été vraiment de travailler sans ces relations un peu privilégiées, mais de travailler plus au mérite, je dirais, et de rendre impossible de voir ma contribution et la contribution de mes équipes vis-à-vis du bottom line et de la compagnie comparé aux boys qui ont les chops puis vont fumer des cigares au bon endroit. Oui, puis c'est intéressant parce qu'au niveau exécutif, le plus on monte, le moins on retrouve des gens de notre communauté. Yep. Mais c'est vrai, selon les expériences et les backgrounds, on peut être un melting pot puis rentrer un peu dans ce groupe-là. Et parfois, c'est compliqué de faire ça. Mais à travers le leadership, est-ce que ta queerness impacte ton sens de leadership? 100%. Comment? 100%. Moi, ça fait longtemps que je suis out quand même, mais une chose qui est tout à fait claire, c'est qu'il y a une totale transparence. Certains diront trop des fois, mais il y a une totale transparence vis-à-vis de mes équipes. Puis je cache pas quand je vais faire le party au Brésil comme la semaine prochaine. Je vois quelqu'un en ce moment, je le cache pas. Je leur en parle. Comme je suis un humain, j'ai des choses. Des fois, je tombe amoureux. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis... Donc, ça, c'est la première chose. Puis, c'est vraiment important parce que on se retrouve, on crée soi-même l'environnement dans lequel on se retrouve. Donc, moi, ça m'intéresse de me retrouver dans un environnement authentique où les gens sont transparents, où les gens peuvent me dire si ça va mal à la job, si ça va mal avec moi, si ça va mal avec, mais aussi si ça va mal à la maison. Et pour faire ça, c'est à moi de le faire en premier. Et pour le faire en premier, il faut que je sois authentique. Je peux pas dire que ma blonde, on est allé jouer au golf. Non, ça marchera pas. Absolument. Tu sais, on parle beaucoup d'amener son authentic self, comme on dit en anglais, mais c'est vrai que ça commence par le leader pour faire ça. Si on veut qu'on le monde, on fait ça. Tu sais, parlons un peu d'équipe et de leadership. La diversité stimule l'innovation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de compagnies qui reflètent un peu sur cette question-là, puis font des changements, qu'on appelle ça wokeism ou qu'on appelle ça diversité. En fin de compte, aujourd'hui, on sait que la diversité et l'inclusion stimulent l'innovation. Oui. D'après toi, comment tu vois cette perspective queer amenée dans cette innovation-là? Comment tu vois notre communauté contribuer à cette innovation-là si tu penses qu'on apporte quelque chose de différent? Bien sûr. Il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles je pense notre communauté apporte des choses. La première évidente, c'est effectivement il y a un point de vue différent. Ça peut être aussi effectivement stupide que de dire dans ce formulaire-là, moi je suis marié à un homme, fait que c'est partenaire et c'est pas époux ou madame. Donc ça c'est des petites choses et ça peut faire une vraie différence dans l'expérience soi-même pour nos utilisateurs. Puis après, il y a des choses qui sont plus nuancées. Donc, si on est en train de travailler sur, par exemple, un modèle de AI qui prend des données qui sont des données qui ont été récupérées sur des études qui elles-mêmes sont biaisées parce qu'elles sont uniquement chez des hommes, par exemple, comme beaucoup d'études dans beaucoup de choses, par exemple. Ça peut être des choses étranges, mais en architecture, par exemple, la température des pièces a souvent été calculée et recommandée en fonction d'études qui avaient été faites par des architectes uniquement avec des hommes. Et s'il y avait eu une femme dans le cabinet d'architecture qui était en train d'adopter ces normes, je peux vous assurer que j'aurais dit, mais non, mais là, on va tous mourir de froid, puis on va avoir besoin de... C'est un grand problème, ça. Exact. Et c'est la même chose, mais à tous les niveaux, et surtout particulièrement quand on fait du logiciel, parce que le logiciel, entre guillemets, ça coûte rien à créer, on va dire. Ça coûte quand même de l'argent, mais c'est pas... Il n'y a pas eu de barrière à le créer. C'est pas faire un pont. Une fois qu'un pont est fait, c'est fait. Donc, le logiciel, c'est facile d'essayer, de prototyper, de changer. Mais une fois que c'est dans les mains des gens, c'est beaucoup plus difficile. Mm-hmm. J'aime pas forcément le mot divers parce que je trouve que tout devrait être divers. Right? On voudrait tout vouloir avoir de la diversité.
moi j'appelle ça le vivre ensemble aussi. C'est juste une sorte de respect mutuel qu'on se doit tous. Puis c'est pas parce que je suis queer ou parce que tu l'es pas, c'est parce que j'existe, puis je veux continuer d'exister, puis je veux que tu m'apprécies dans toutes mes dimensions. Je suis pianiste aussi, puis j'aimerais ça que les gens le respectent, n'est-ce pas? Ouais. Même s'ils n'aiment pas ma musique, ou etc., etc. Fait que c'est tout ça aussi que la diversité, on va utiliser ce mot-là, en tout cas, apporte, c'est des perspectives qui sont différentes pour s'éviter des pièges. Éviter des pièges quand on crée des produits, c'est éviter des pièges quand on innove des produits. Right? Et on l'a vu sur les LLM, on a découvert la première version de ChatGPT-4, on a découvert des façons de lui faire dire des choses racistes, des choses complètement, absolument inadmissibles, à lui faire parler d'eugénisme etc., parce que il avait été entraîné sur des forums qui n'étaient pas forcément les forums les plus et personne ne s'était dit ça va pas être un problème si on ajoute tout le forum, je sais pas si c'était celui-là, mais slash raciste de Reddit, genre, ça sera jamais un problème pour notre dataset. Fait qu'il faut qu'on soit dans la pièce, et c'est essentiel parce que ça permet d'éviter tous ces pièges-là. Et ces pièges-là ont un coût. Absolument. ChatGPT, Ouais. ils ont dû payer des gens pour réentraîner, pour avoir ce qu'ils appellent leur safety protocol à l'intérieur de leur modèle et pour contrôler en fait des conséquences d'un dataset qui n'était pas du tout balancé, était complètement débalancé, qui n'a jamais été filtré sur ces questions-là parce que personne n'était là. Ou en tout cas, pas assez de gens n'étaient là dans le cadre de ChatGPT. Absolument. Puis on voit, il y a tellement d'exemples d'utilisation des données. Tout dépend comment on l'utilise. Des fois, ça peut causer un danger pour certaines communautés. Ouais, juste pour ajouter là-dessus, c'est quand même aussi une opportunité, parce que je veux pas être politique, mais on sait que, par exemple, certains pays, comme la Russie, qui a des lois anti-LGBT, et même la Chine, qui est dans une ambiguïté absolument totale sur les communautés LGBTQ, quand ils vont entraîner leur modèle, qui vont certainement être à bas prix et très compétitifs, mais ils auront ce désavantage-là d'avoir intrinsèquement un biais. Et c'est une belle opportunité pour les gens qui, eux, prennent le soin de faire attention, de peut-être faire payer un peu plus cher. Mais c'est certain que moi, un ChatGPT ou un LLM qui m'insulte pas quand je lui pose la question qu'est-ce que je devrais choisir comme pantalon pour aller me marier avec mon chum, je serais prêt à payer un peu plus pour ça. Absolument, absolument. Je vais demander de regarder dans ta boule magique. Je sais qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais t'es dans la technologie depuis très longtemps. T'es aussi dans le secteur de la santé pendant un bout. Y a-t-il d'autres technologies? On a parlé de radiographie tantôt, puis comment l'IA peut aider un peu les radiologues. Y a-t-il d'autres solutions que tu as vues qui sont en développement aujourd'hui, qui pourraient un peu changer notre accès aux soins, comment on pense et on accède aux soins aujourd'hui? Nous, c'est un de nos grands combats, puis on y croit très très fort. Malheureusement, les politiciens ne sont pas d'accord, fait qu'on perd cette bataille-là, mais on croit très très fort que donner une flexibilité absolue aux professionnels de santé et de le faire intelligemment. C'est difficile pour moi de comprendre pourquoi il y aurait des raisons pour lesquelles une infirmière à Gatineau est pas capable de pratiquer à Ottawa. C'est difficile pour moi de comprendre ça, mais c'est normal. Mais nous, on fait beaucoup de travail comme ça où on commence à travailler sur des modèles prédictifs où on va être capable de conseiller à une infirmière d'aller se prendre une licence en Ontario pour être capable de lui donner la flexibilité d'aller travailler en traversant le pont. Et il y a beaucoup d'opportunités, je pense, et il y a beaucoup de challenges d'aujourd'hui dans la santé. Je pense que c'est le premier challenge. Au-delà du diagnostic, de la qualité des soins, etc., c'est véritablement les employés, les professionnels de santé. Il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez. Ça va être de pire en pire. La société vieillit, en tout cas dans nos sociétés. Les médecins eux-mêmes ont toujours la tentation d'aller travailler ailleurs. Ça va être de pire en pire. En ce moment, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut, mais ça, c'est un autre problème. Mais il faudra, et on n'aura pas le choix à un moment de leur donner une flexibilité intelligente et leur donner des services pour être capable pour eux de choisir le meilleur endroit, le meilleur moment
et dans les meilleures conditions où ils pourraient aller travailler et rendre service aux gens malades et aux gens qui ont besoin de leur service. Puis ça vaut pour la thérapie, la santé mentale, la santé physique aussi. Ouais. Mais donc nous, on fait ce qu'on peut de notre côté pour commencer à développer ces choses-là. Nous, on est plus du côté privé, mais service aux communautés qui sont dans le public. Mais il y a des opportunités et des choses qui se font qui sont très intéressantes et très excitantes. Mais oui, on est extrêmement freiné par non seulement la bureaucratie, mais aussi une certaine idéologie politique qui nous empêche d'aller de l'avant avec ça. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ouais, pour revenir là-dessus, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui peut être fait pour, et c'est vrai dans d'autres secteurs, mais particulièrement la santé, pour vraiment pouvoir envoyer les professionnels de santé à l'endroit où ils vont faire une différence absolument extraordinaire, au lieu de les enchaîner à un bureau et un département et un service et un hôpital. Évidemment, toujours. Quand ils en auront envie, mais c'est des gens qui sont extrêmement aussi, qui ont vraiment un sens du rôle de ce qu'ils font la plupart, et vraiment une envie de servir les autres, et que je pense qu'on n'utilise pas cette opportunité aujourd'hui. Absolument. On a beaucoup de choses encore qu'on peut discuter, mais on arrive à temps. Pour conclure, c'est quoi ton conseil pour les jeunes programmeurs qui veulent devenir CTO un jour? Qui sont peut-être au début de carrière ou en mi-carrière? Ça dépend s'ils sont pressés ou pas. S'ils sont pressés, c'est créer ta propre compagnie et c'est ça, devient ton propre CTO. Ouais. Mais je pense qu'en plus, QueerTech a des beaux programmes pour les leaders queer qui voudraient devenir entrepreneurs. Ouais. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Si tu as une bonne idée puis que tu as l'énergie, puisque être entrepreneur, c'est une extraordinaire, énorme énergie et c'est se prendre des baffes toutes les minutes. Ouais. Ah non, ça, c'est vraiment mon conseil. Je pense qu'on en a besoin de leaders de CTO clear. Ouais. Et encore une fois, moi, c'est mon grand problème et ma grande question à l'univers, c'est pourquoi il y a si peu de gens comme moi, c'est-à-dire des CTO queer qui sont open. C'est-à-dire des gens vraiment techniques. On a des CEO, on a des COO, on a des CMO, mais on a très peu de CTO qui existent et qui sont queer. C'est ça la première chose. Puis la deuxième chose, c'est... il y a deux choses pour devenir un CTO. Encore une fois, il y a autant de façons de définir un CTO qu'il y a de personnes et qu'il y a de compagnies. Mais pour moi, dans ma conceptualisation des choses, un CTO, c'est encore une fois un inspecteur gadget, quelqu'un qui est capable de servir tous les besoins technologiques d'une compagnie. Et donc, il faut avoir un petit peu cette versatilité d'être le DevOps, d'être le programmeur, d'être le leader, le coach, le mentor, le psychanalyste, d'être le financier aussi parfois, de comprendre ce que c'est un budget, de comprendre ce que c'est un EBITDA, de comprendre ce que c'est un PNL, mais aussi d'être capable de comprendre de ce que c'est un CI/CD, des tests automatisés. Donc, pour un jeune qui commence en tant que programmeur, c'est d'abord devenir au moins un bon moyen programmeur, de vraiment savoir de quoi ça parle. Puis après, de commencer à acquérir les talents plus transversaux. Donc, après, ce sont les préférences des gens, mais de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader, puis de savoir quel genre de leader la personne veut être. Moi, je suis plus d'un style d'un servant leader, mais il y a des gens qui aiment le style d'Elon Musk ou un crushing leader qui vous marche sur la main, mais il y a des gens qui aiment ça apparemment, donc c'est peut-être la deuxième étape, savoir quel est le style de leadership que la personne veut être. Puis après, c'est ça de commencer à élargir ses horizons techniques pour aller découvrir comment tout fonctionne, idéalement. Que ce soit comment on gère les licences Microsoft Office, comment un système d'alarme peut être installé, comment on trouve une compagnie qui fait ça, jusqu'à pouvoir s'asseoir dans un board et parler intelligemment avec les avocats et les comptables certifiés de quels sont nos résultats et pourquoi telle entité fait moins d'argent et telle entité fait plus d'argent et qu'est-ce qu'on va faire pour et comment la technologie va servir ces besoins-là. Absolument. Ouais, donc c'est assez vaste, mais étape par étape. Bruno, merci beaucoup encore d'avoir répondu présent à notre appel. Et encore, Bruno Morel, CTO, Premier Health of America, merci encore de nous rejoindre. Merci à toi, Naufel. Plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de QT Podcast.
Rendre l'écosystème technologique plus queer est une mission d'envergure et nous sommes reconnaissants de vous avoir à nos côtés. Cet épisode est produit par Lauren Hicks, mixé par Naomi Silver-Vezina et animé par moi-même, Nofel Testaoni. Un immense merci au Fonds des médias du Canada pour son soutien à cette saison. Inspirés et motivés, aidez-nous à faire entendre notre voix auprès de plus de professionnels queer de la tech. Abonnez-vous à notre émission, laissez-nous une excellente note ou écrivez-nous un avis. À bientôt et continuez à queerer l'écosystème tech.